Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche ni la performance permanente, ni les solutions miracles. On observe, on analyse, on comprend. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un aliment que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment. J'ai nommé le chocolat. Un aliment qu'on associe souvent au plaisir, parfois à la culpabilité, souvent à une forme de craquage, mais rarement à la santé. Et pourtant, si on remonte à ses origines, si on regarde sa composition, si on s'intéresse à ce qu'il était avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le chocolat n'a absolument rien d'un aliment anodin. Je ne vous apprends rien, les carrés de chocolat ne poussent pas sur les arbres. Avant d'être du chocolat, c'est du cacao, et le cacao c'est une plante, un arbre même. Son nom scientifique, Theobroma cacao, est un petit arbre tropical à feuilles persistantes originaire des régions d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui pousse dans des environnements chauds, humides, souvent à l'ombre d'autres espèces. C'est un arbre finalement qui est exigeant et qui demande un écosystème stable, vivant autour de lui. Ce qui est fascinant dans ce nom, c'est que Théobroma est un mot qui a été créé au XVIIIe siècle par le naturaliste Carl von Linné, qui a classifié l'espèce en 1753 dans son ouvrage Species Plantarum. Et ce mot a été tiré lui-même du grec théos signifiant Dieu et broma nourriture. Autrement dit, la nourriture des dieux. Et c'est pas une formule poétique inventée après coup. Ce nom reflète déjà l'importance symbolique du cacao à l'époque. Même le mot cacao raconte une histoire. Il vient de l'espagnol cacao, lui-même emprunté à la langue aztèque d'un mot absolument imprononçable, qui désignait déjà cette fève précieuse utilisée bien avant l'arrivée des Européens. Et ce que produit cet arbre, ce sont des cabosses, des gros fruits allongés qui contiennent elles-mêmes des fèves. Et ce sont de ces fèves, enfin plutôt de leur fermentation, de leur séchage et de leur transformation, qui vont créer le cacao et ensuite, par extension, le chocolat. À l'origine, ce n'était pas un produit sucré. Chez les Mayas et les Aztèques, le cacao était consommé sous forme de boisson amère, souvent mélangée à de l'eau, des épices, parfois même à du piment. Sans sucre, sans lait, sans modification chimique et ou industrielle. Ce n'était même pas un dessert, à vrai dire. C'était juste un produit fonctionnel, un produit énergétique, un produit rituel, un produit de valeur, parfois même utilisé comme monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est que le cacao n'a pas changé, mais tout ce qu'on a construit autour, si. Avant de parler du chocolat tel qu'on le consomme aujourd'hui, il faut revenir à ce qu'est réellement le cacao. Parce que le cacao brut n'est pas un simple ingrédient. C'est un aliment extrêmement dense sur le plan biologique. Autrement dit, un produit naturellement riche en composés actifs dont les effets sur l'organisme sont aujourd'hui largement documentés. Parmi ces composés, il y a un groupe qui revient constamment dans les études. C'est les flavonoïdes. Le cacao est d'ailleurs l'un des aliments les plus riches en flavonoïdes, et plus précisément en flavanol comme l'épithéchine, les catéchines et autres. Ces molécules appartiennent à la famille des polyphénols et elles jouent un rôle central dans les effets du cacao sur la santé. Une revue scientifique très complète détaille ces mécanismes. Je vous mettrai les liens dans la description. Concrètement, ces flavonoïdes, ils agissent à plusieurs niveaux dans l'organisme. Ils participent d'abord à améliorer la circulation sanguine en stimulant la production de monoxyde d'azote. Dit beaucoup plus simplement, ils aident les vaisseaux à se dilater. Résultat, le sang circule mieux, les tissus sont mieux oxygénés et les nutriments sont mieux distribués. Ils ont aussi un effet antioxydant important, c'est-à-dire qu'ils aident à limiter les dommages causés aux cellules, notamment en période de stress. Et ça, c'est un point clé. Parce que le stress est impliqué dans de nombreux processus liés au vieillissement. Eh oui. Autre rôle essentiel, la régulation de l'inflammation. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, on sait que l'inflammation chronique est au cœur de nombreuses pathologies modernes. Et ces composés du cacao contribuent à la réduire. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est leur impact sur le métabolisme, c'est-à-dire toutes les petites actions chimiques qui se passent dans votre corps quand vous mangez. Certaines études montrent que les flavanols du cacao, et notamment l'épicatéchine, dont je parlais tout à l'heure, peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline.
Autrement dit, les cellules répondent mieux à l'insuline et utilisent plus efficacement le glucose. Là encore une fois, pour essayer de vulgariser un peu les termes, ça va améliorer l'absorption du sucre et ça ne va pas complètement dérégler votre glycémie, qui maintenant est relativement, connue. On sait que quand on a des problèmes de glycémie, on peut certes être diabétique, mais il y a tout un tas d'autres pathologies qui sont liées à un dérèglement de la glycémie. Enfin, parmi les derniers avantages que peuvent avoir les composés du chocolat, on a un exemple très parlant avec les populations Kuna au Panama qui utilisent traditionnellement le cacao non transformé dans leur routine quotidienne. Et cette population affiche un taux d'hypertension extrêmement bas. Mais dès qu'elles adoptent un mode de vie plus occidental et qu'elles réduisent donc leur consommation de cacao brut, ces bénéfices disparaissent. Ce qui montre que ce n'est pas le chocolat en soi qui est protecteur, mais la forme sous laquelle le cacao est consommé. Il faut faire à ce stade le distinguo entre chocolat et cacao. À côté de ces flavonoïdes, le cacao est une source naturelle de magnésium. Et là encore, ce n'est pas un détail. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Encore une fois, des termes un peu chimiques, mais retenez juste que c'est essentiel au bon fonctionnement du corps. Il joue un rôle essentiel dans donc, la gestion du stress, le fonctionnement du système nerveux et la production d'énergie. Et ça permet de comprendre quelque chose de très concret. Quand on a envie de chocolat en période de stress, ce n'est pas forcément une question de manque de volonté ou de faiblesse vis-à-vis d'une sucrerie. C'est souvent un signal biologique. Le corps cherche à se réguler et il se tourne vers une source accessible de magnésium, donc le chocolat, ou du moins le cacao. Le cacao contient en fait des composés qui expliquent pas mal des effets sur le cerveau parce qu'en fait, le cacao est un stimulant naturel proche de la caféine. Alors beaucoup plus doux, hein, mais il y a des très petites quantités de caféine dans le cacao qui participent à une stimulation légère sans effet brutal. Résultat, le cacao permet une meilleure vigilance, une sensation de bien-être et une fatigue mentale atténuée. Ces effets sont décrits dans bon nombre d'études. Là, encore une fois, je vous mettrai les liens des études en description. Donc, si on prend un peu de recul, le cacao dans sa forme la plus brute est associé à des effets intéressants sur la santé, à la fois cardiovasculaire, à la fois inflammatoire, à la fois sur l'équilibre métabolique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces bénéfices concernent le cacao non transformé, pas le chocolat tel qu'on le consomme aujourd'hui dans la majorité des cas. Et c'est précisément là que le basculement s'opère. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer, les flavonoïdes, le magnésium, les effets sur la circulation, sur le métabolisme, tout ça, ça ne concerne que le cacao, pas le chocolat industriel. Parce qu'entre le cacao brut et la tablette de chocolat que l'on trouve en supermarché, il y a un monde. Aujourd'hui, la majorité des chocolats que l'on consomme sont très éloignés du produit d'origine. Ils sont souvent riches en sucre, pauvres en cacao et surtout fortement transformés. Et cette transformation a un impact direct sur leur qualité nutritionnelle. Je pourrais en parler des heures. Parmi les procédés utilisés dans l'industrie, il y en a une qui revient souvent, c'est l'alcalinisation. C'est un traitement qui permet de modifier la couleur, le goût, l'amertume du cacao pour le rendre plus accessible, plus standardisé en fait. Mais ce procédé, il a un coût, pas un coût monétaire, un coût nutritionnel. Une étude publiée sur PubMed montre que l'alcalinisation peut réduire de manière significative la teneur en flavonoïdes. Et quand je dis significative, ça veut dire 80%, voire 90%. Autrement dit, on prend un produit naturellement riche en composés actifs et bénéfiques pour le corps et on le transforme en quelque chose de beaucoup plus pauvre sur le plan biologique. Et c'est là que le décalage se crée. Parce que dans l'imaginaire collectif, le chocolat garde une image ambivalente. À la fois, c'est un aliment plaisir, et parfois même plaisir coupable, mais on continue à lui attribuer inconsciemment des bénéfices qu'il n'a plus vraiment dans sa version moderne. En réalité, ce qu'on consomme le plus souvent aujourd'hui, c'est pas un aliment fonctionnel. C'est un mélange de sucre, de graisse et d'un cacao dont les propriétés ont été largement altérées. Ça ne veut pas dire que tout le chocolat est à mettre dans le même panier. Un chocolat noir avec une teneur élevée en cacao peut encore conserver une partie de ses composés intéressants.
Mais dès que l'on descend en qualité, que l'on ajoute du lait, du sucre en grande quantité ou que l'on utilise des procédés industriels intensifs, les bénéfices deviennent, vraiment marginaux. Et dans le cas du chocolat blanc, qui ne contient même pas de cacao solide, il y a tout simplement plus de composés actifs, liés au cacao, quoi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont notre rapport au chocolat a évolué. Aujourd'hui, le chocolat est souvent associé à des émotions très particulières. J'en ai parlé plusieurs fois précédemment, la culpabilité, le craquage, la perte de contrôle. On parle de plaisir interdit, on parle de petit écart, de récompense, comme si consommer du chocolat était en soi un problème. Alors qu'historiquement, c'était absolument pas le cas. Et le cacao était un produit qui était extrêmement respecté, valorisé, utilisé de manière, intentionnelle. Il y a des pays dans lesquels on n'en trouve pas du tout. Donc c'est une denrée rare et on a tendance à l'oublier. C'était pas un aliment, consommé en réaction à une émotion. C'était un produit qui était intégré dans la culture, dans le quotidien, en fait, et on avait, un rapport conscient à celui-ci. Et finalement, le paradoxe là, il est frappant. On a appauvri le produit, on l'a transformé, on lui a retiré une grande partie de ses propriétés et en parallèle, on a complexifié notre relation à lui. On culpabilise davantage pour un aliment qui, dans sa forme d'origine, n'avait rien de problématique. Donc c'est qu'au fond, on sait qu'il a beaucoup perdu avec le temps. Et ça amène à une idée simple. Le problème, c'est pas le chocolat. Le problème, c'est le chocolat que nous avons créé. Et une question se pose presque naturellement. Si le cacao, dans sa forme la plus brute, est aussi riche, aussi intéressant, aussi vivant, alors pourquoi a-t-on autant perdu en qualité aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'il existe encore des endroits où le chocolat est travaillé autrement? C'est exactement la question que je me suis posée. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir concrètement ce qui se passe derrière. Pas dans les discours, pas dans les packaging, mais dans la matière. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion, grâce à mon métier de journaliste, d'entrer dans les coulisses d'une manufacture artisanale à Marseille. Une maison qui s'appelle Terracao. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement le fait qu'ils fabriquent le chocolat, c'est la manière dont ils le font. On parle ici de tree to bar, c'est-à-dire de l'arbre à la tablette. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout commence bien avant les carreaux de chocolat que vous allez vous enfiler devant Netflix. Ça commence avec le cacaoyer, avec la fève, avec le travail de la matière brute. Dans ce modèle, il y a une volonté de maîtriser chaque étape, de comprendre l'origine, de respecter le produit et de ne pas le dénaturer. Quand on entre dans ce type de lieu, on se rend compte d'une chose assez simple. Le chocolat redevient un produit vivant. On voit la fève, on sent les arômes, on comprend les textures et surtout, on réalise à quel point le produit final peut être différent de ce que l'on consomme habituellement. Personnellement, quand j'ai goûté certains de leurs chocolats noirs, j'ai eu presque un choc en me disant: «Qu'est-ce que c'est que ces saveurs que je n'ai jamais eu l'occasion de sentir en mangeant du chocolat?» Et pourtant, Dieu sait que j'en mange beaucoup. Et ça change complètement le regard parce que là, pour le coup, on n'est plus face à un produit standardisé, on est face à un produit travaillé, pensé, presque interprété et qui va être à l'image de la nature dans laquelle il a grandi. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce type de démarche parce que derrière le chocolat, il y a une réflexion beaucoup plus large sur notre manière de consommer, sur, la transformation des aliments, sur ce qu'on choisit de préserver ou non. Et c'est exactement là que ce sujet dépasse largement, le chocolat. Parce qu'au fond, la vraie question, je sais, je me pose beaucoup de questions, n'est peut-être pas est-ce que le chocolat est bon ou mauvais pour la santé, mais plutôt qu'est-ce qu'on a fait de cet aliment et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous emmène dans les coulisses de cette fameuse manufacture, dans un mini réel que j'ai tourné sur place. Vous pourrez voir concrètement, comment le chocolat, est fabriqué et surtout, comprendre ce qui change vraiment. Et ça se passe sur mon compte Instagram. Donc comme je le disais précédemment, certaines initiatives, autour du chocolat, du coup, deviennent particulièrement, intéressantes en partant de ce postulat. Il y a une nouvelle génération de chocolatiers qui ne cherchent pas simplement à produire du chocolat, ils cherchent à revenir à la source, à reprendre le contrôle sur toute la chaîne. Donc comme j'expliquais vis-à-vis de Terracao, qui est un tree to bar, d'habitude on parle de bean to bar, mais eux, ils sont allés encore plus loin. Ils changent complètement la manière dont on pense le chocolat.
Dans ce modèle, le chocolat ne commence pas dans un atelier, il commence dans une forêt. C'est un projet assez radical à contre-courant de l'industrie qui repose sur une idée simple, reprendre la main sur tout. Ça commence notamment à Madagascar, dans la vallée de Sambirano, au nord-ouest de l'île. Là-bas, l'entreprise Terracao a fait un choix qui est presque politique. Ne pas raser, ne pas standardiser, mais composer avec l'existant. Sur une plantation d'environ 12 hectares, plus de 8000 cacaoyers ont été plantés, sous couvert forestier. Autour d'eux, on ne trouve pas une monoculture, on trouve un écosystème. De la vanille, du café, du poivre sauvage, des manguiers, des bananiers, qui sont l'univers préféré du cacaoyer en fait. La forêt n'est pas un décor, c'est un système vivant. La biodiversité va influencer directement le cacao. Elle enrichit ses arômes, elle ancre le produit dans un terroir réel. Mais le projet ne s'arrête pas à la culture. Ce qui est intéressant avec Terracao, c'est que la cohérence ne s'arrête pas au produit. Elle s'étend au modèle humain. Sur place, à Madagascar, les équipes travaillent dans des conditions qui sortent des standards habituels de la filière. Les salaires peuvent atteindre 2 à 3 fois le minimum local, avec des contrats stables, un accès aux soins et une véritable logique d'accompagnement. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une organisation concrète. Parce que derrière une tablette, il y a toujours une chaîne invisible qui, ici, est rendue visible. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce projet, ce n'est pas seulement l'origine, c'est le rapport au temps. Chez Terracao, le cacao n'est pas accéléré, il est respecté. La récolte se fait à maturité. Les cabosses sont ouvertes à la main. Les fèves fermentent pendant plusieurs jours. Elles sont ensuite séchées lentement, puis triées une à une. Chaque étape a son rythme, un rythme non négociable. Et c'est à ce moment-là que quelque chose devient clair. On ne peut pas produire ce type de chocolat à grande vitesse. On ne peut pas industrialiser ce niveau d'attention. Puis vient la transformation. Et là encore, le choix est cohérent. À Marseille, Terracao a installé une manufacture artisanale, un lieu ouvert où l'on peut littéralement voir le chocolat se faire. Torréfaction, broyage, conchage, tout est visible, tout est expliqué, il suffit juste de demander. Et ça change complètement l'expérience parce qu'on ne consomme plus un produit fini, on comprend un processus. Tout est aligné. La culture, la transformation, le discours et le goût. Et à ce moment-là, on comprend quelque chose de très simple. Enfin, ou pas. Le chocolat peut redevenir un produit vivant qui raconte une origine, qui respecte une matière, un produit qui a du sens. Et finalement, ce type de démarche ne parle pas seulement de chocolat. Elle parle de notre manière de consommer, de ce que l'on choisit de soutenir, de ce que l'on accepte ou pas dans son quotidien et dans ce qu'on consomme. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas est-ce que le chocolat est bon ou mauvais, encore une fois, mais quel chocolat on choisit de manger et ce qu'il raconte du monde dans lequel on vit. Alors, parce qu'il faut quand même finir avec une note un peu conseil, après exploration, mon conseil, ce serait privilégier le chocolat qui contient au minimum 70 de cacao, peu d'ingrédients, avec une transformation minimale, ce qui, je l'annonce, ne sera pas toujours précisé, d'où l'importance de bien choisir son fournisseur de bonheur et une consommation en conscience. Parce que quand on est au courant de tout ce qu'il faut pour passer de l'arbre à nos placards de gourmands, on ne peut pas faire autrement que de déguster chaque carré avec fierté et surtout sans culpabilité. Le chocolat n'est ni bon ni mauvais. Il dépend de sa qualité, de sa transformation et de notre relation à lui. Et enfin, parce que vous le savez, j'aime bien vous laisser sur une petite réflexion. J'aime bien vous laisser sur une petite réflexion. Et enfin, vous le savez, j'aime bien vous laisser sur une petite réflexion. La vraie question que je vais vous poser, c'est est-ce que ce que je consomme me nourrit vraiment? Posez-vous la question. C'était Laura pour Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou vous abonner. Et je vous emmène très bientôt dans les coulisses de la manufacture à Marseille pour découvrir ce que devient le chocolat quand on décide vraiment de le respecter.